Bonjour Olivier Roussat. Bonjour. PDG de Bouygues Télécom. Grande manœuvre dans l'univers de la téléphonie mobile. On suit ça presque comme une série d'ailleurs, parce que c'est impressionnant avec tous ces rebondissements. Nicolas Bouzou nous a rejoint pour commenter avec nous donc, cette actualité. On va commencer par la toute dernière information concernant donc, cet éventuel rachat de SFR. C'est votre concurrent, on va dire votre adversaire dans cette tentative de rachat, c'est Numéricable, qui a fixé il y a quelques minutes une date limite à vendredi pour son offre de rachat de SFR. Est-ce que vous aussi, vous mettez une date butoir ce matin ? Vous savez que normalement, dans un process de vente, celui qui fixe la date, c'est pas l'acquéreur, c'est le vendeur. Donc, à notre connaissance, c'est au groupe Vivendi à nous donner la date limite à laquelle il souhaite recevoir nos offres et nous nous calerons sur l'offre. Mais alors, vous l'interprétez comment, alors, cette déclaration de Numéricable ? La façon dont Altice va déposer son offre, c'est la façon dont Vivendi souhaite recevoir la nôtre. Donc, vous dites, il n'y a pas de date butoir, c'est Vivendi qui décide. Nous avons des discussions avec Vivendi, ce sera à eux de nous dire la date à laquelle ils souhaitent qu'on remette les offres. La semaine dernière, ils avaient souhaité que nous remettions nos offres mercredi à 20h. Nous avons remis nos offres mercredi à 19h50 à peu près. Et bien là, à nouveau, s'ils nous disent c'est vendredi, ce sera vendredi. Si avant, ce sera avant. On est à la disposition de Vivendi parce que c'est lui qui décide. Dans cette offre, il y a quoi d'ailleurs ? Ça se présente comment ? Il y a des chiffres, par exemple ? Oui, il y a des montants, effectivement. Alors, ils ont été largement retraités dans la presse la semaine dernière. Donc voilà, vous avez des montants qui sont donnés et qui vous disent, voilà, comment je vais faire et quelle part de capital je cède au nouvel ensemble. Comment ça se passe, d'ailleurs, dans ce laps de temps entre le moment où vous déposez l'offre et puis le moment où la réponse est donnée ? Est-ce qu'il y a des tractations secrètes ? Est-ce qu'on vous donne des informations sur ce qui se dit, comment on a apprécié votre offre ? A donné la façon dont il procédait. Vivendi a nommé un comité qu'il appelle un comité ad hoc, qui est composé d'un certain nombre d'administrateurs, qui analyse les offres qui leur sont remises. Puis après, ils ont un process dans lequel ils vont les rendre comparables, entre guillemets, et puis ils pourront faire leurs recommandations au conseil d'administration de Vivendi, qui à nouveau est bien le décideur dans cette histoire. Martin Bouygues, le patron du groupe Bouygues, et donc aussi de Bouygues Télécom évidemment, a adressé hier une lettre à Arnaud Montebourg. On va la voir, cette lettre, ministre du redressement productif. C'est une lettre dans laquelle vous vous engagez à un certain nombre de choses, par exemple à maintenir les capacités d'investissement, à ne procéder surtout à aucun licenciement collectif. D'ailleurs, Arnaud Montebourg en a parlé longuement ce matin sur RTL. Ça veut dire que en fait, ça se décide à Bercy, la vente de... Non, je pense que les pouvoirs publics ont souhaité avoir un certain nombre de garanties de la part de ceux qui sont les potentiels acquéreurs de SFR. Donc il y a eu hier une lettre qui a été adressée par Martin Bouygues au ministre M. Montebourg. Il y a eu l'après-midi d'ailleurs une tribune publique qui reprenait pratiquement les termes de cette lettre qui a été rendue publique, de façon à démontrer que ce que l'on fait est un engagement public, c'est-à-dire qu'on écrit des choses, elles nous seront opposables si nous ne les faisons pas. Et donc c'est une façon pour nous de montrer notre engagement et de dire, ça n'est pas simplement des promesses verbales, c'est quelque chose dont il y aura une trace qui nous permettra de démontrer notre volonté et notre engagement à le tenir. Nicolas. Est-ce que Big est forcément beautiful là ? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un mythe quand même selon lequel il faut que les entreprises fusionnent, il faut qu'on diminue le nombre d'opérateurs pour faire en sorte que tout ça soit plus efficace, que les prix soient plus bas, qu'on ait plus de capacité d'investissement ? Est-ce que c'est pas quand même un truc un peu français qui considère qu'il faut être gros pour être efficace ? Alors ce matin, le ministre Arnaud Montebourg sur la radio RTL a donné un certain nombre d'éléments de réponse. Ce qu'il faut comprendre dans un réseau de téléphonie mobile, c'est une chose extrêmement simple. Un réseau de téléphonie mobile, c'est un coût fixe, c'est-à-dire c'est un coût que vous avez de façon récurrente. L'intérêt de ce coût fixe, c'est que plus vous avez de clients et plus vous pouvez le rentabiliser. Et si vous pouvez le rentabiliser de façon supérieure, eh bien ça vous autorise à pouvoir investir encore plus pour aller notamment dégager de l'argent pour pouvoir fibrer le territoire français. Donc il faut un seul opérateur ? Non, il ne faut pas un seul opérateur parce qu'il faut maintenir absolument de la concurrence. L'expérience a été montrée qu'un duopole, c'est pas bon et qu'avec un chiffre impair, on arrive à faire des choses. Et donc, il est absolument nécessaire d'en avoir au moins 3. C'était quelque chose qui date des années même 90. Et donc, ça reste tout à fait important. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire que l'enjeu de la France, ça a été la 4G, on est en train d'y passer et on est en train de le faire. Le prochain enjeu massif en termes d'investissement, c'est la fibre optique et qu'il faut des cash considérables pour fibrer la France. J'aimerais qu'on revienne sur votre engagement social. Nous nous engageons, écrivez-vous dans cette lettre, à ne procéder à aucun licenciement collectif, plan social, plan de départ volontaire dans le cadre de cette fusion. Comment c'est possible ? D'une façon assez simple. Alors d'abord, je voudrais insister sur une chose importante. Parce que ça fait à peu près, vous me dites si je dis une bêtise, 15 000 salariés SFR la totalité des entreprises. Plus Bouygues. Oui, c'est ça, voilà. Donc, oui.
Alors, deux points assez simples. Ouais. D'abord, premièrement, il y a un monsieur Bouygues. Dans Bouygues Télécom, il y a Bouygues et il y a un monsieur Bouygues. C'est-à-dire qu'on est capable de croiser quelqu'un qui s'appelle monsieur Bouygues, qui a pris un engagement, on sait le trouver. Et donc ça nous donne une façon de gérer nos relations sociales qui est très particulière parce que les engagements qui sont pris sont incarnés par un homme. Ça, c'est quelque chose de fort. Et la tradition sociale dans notre groupe, elle est quelque chose de vraiment extrêmement puissant. D'accord, mais Deuxième comment sujet, on fait pour répondre. Comment fait-on ? Eh bien, quand vous regardez la façon dont nous sommes organisés, nous avons par exemple chez Bouygues Télécom décidé historiquement d'avoir des centres de relations clients qui sont basés en France avec des collaborateurs qui ont un badge Bouygues Télécom, qui sont basés sur civils françaises. Eh bien, ces collaborateurs, on s'aperçoit quand on regarde la façon dont ils travaillent que les critères de performance de nos collaborateurs dans la façon de gérer nos clients sont plutôt meilleurs que ce que l'on trouve dans certains pays un peu lointains. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, c'est une force. Gardons l'ensemble de ces collaborateurs. Je prends un autre sujet, les collaborateurs qui travaillent dans les boutiques. il n'y aura pas de doublon. Attendez, ça paraît insensé. Un autre exemple, dans les boutiques. Les boutiques, on nous dit, j'ai écouté parfois dans la presse, j'ai lu dans la presse, pardon, il y a 2 réseaux de boutiques, il y en a un en trop. Il y a une chose très simple à savoir, c'est que dans les boutiques, 90% de ceux qui passent dans les boutiques, ce sont nos clients. Quand vous rassemblez les clients, il faudra toujours les satisfaire. Si nous n'avons pas assez de collaborateurs pour répondre à ces clients, il y aura des files d'attente. S'il y a des files d'attente, nous perdrons les clients et ce serait bien la pire des choses qui puisse nous arriver. Donc, nous avons besoin de tous nos collaborateurs de conseillers de vente. Encore une question. Bon, si Vivendi ne vous choisit pas, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons évidemment une vie normale. Nous n'avions pas imaginé que le process de vente de Vivendi, nous sommes intéressés à ce dossier il y a quelques semaines. Si Free propose de vous racheter, par exemple, à l'issue d'un échec... Là, vous êtes en train de poser une question qui s'adresse plutôt à mon actionnaire qu'à moi, mais comme ça, je vous répondrai comme ça un peu rapidement. Je ne pense pas que la transaction se fasse, mais écoutez, c'est plutôt à mon actionnaire. Ça va mieux quand même avec Free, là. Vous êtes en, non, écoutez, vous êtes en contact, vous allez vendre votre... Non, Nicolas, je dis... Ah mais par rapport à ce qui a été dit ces dernières années, on a l'impression que le climat s'est sacrément réchauffé. Ah, écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons fait une négociation marathon la semaine dernière. Et ça vous démontre quoi, cette négociation ? Ça vous démontre au-delà de l'émotion, la raison, quand on met des chiffres en bas, on arrive à tomber d'accord. On revient dans la vie normale. C'est une vie normale où vous perdez de l'argent. Ah, pas du tout. C'est une vie normale dans laquelle nous avons mené une restructuration d'entreprise en 2012. Et nous avons, fin 2013, repris l'offensive. On a le meilleur réseau 4G de France. Nous sommes en avance sur la 4G. Nous sommes en train d'animer le marché de l'Internet fixe. On a sorti une offre il y a maintenant une dizaine de jours qui fait de très très beaux succès. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Merci beaucoup Olivier Roussat. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur iTélé.